Enfin, le problème, c'était finalement comment je fais une marque alors que c'est plus possible aujourd'hui. Et du coup, la Patine est aujourd'hui, et depuis 6 ans, et avance sur cette ligne de crête qui est, puisque la mode pollue, puisque on achète trop, puisque c'est mal fait, comment on réinvente tout ça ? Comment on recrée en fait un intérêt ? Et comme c'est une question que je me pose intrinsèquement tous les jours, partout, du coup, c'est une marque qui a énormément de matière et de sens en fait. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. En France, le pays qui représente certainement le mieux au monde l'univers de la mode et du prêt-à-porter est un secteur qui mêle les thèmes de la passion, de l'enthousiasme, des avis tranchés, des tendances, mais aussi des critiques, de la pollution, de la surconsommation ou de la culpabilité. Depuis quelques années, des initiatives innovantes émergent, des marques nouvelles proposent de conjuguer mode, environnement et durabilité. Des labels ont fait leur apparition, comme Bicorp. Ce dernier permet à une entreprise qui valide des critères exigeants de certifier que sa production est respectueuse de l'environnement. Ces nouvelles marques de vêtements qui s'engagent nativement dans une démarche RSE utilisent des canaux de distribution favorisant l'efficacité. Je veux ici parler des réseaux sociaux, des apps, des sites internet, mais également des pop-up stores et des corners en grands magasins. Pour discuter de tout cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Charlotte Dereux, CEO, fondatrice et directrice artistique de Patine, une DNVB Bicorp qui propose une mode à destination des femmes. Depuis ses débuts en 2017, l'entreprise connaît une forte croissance grâce à une stratégie qui a fait ses preuves. Avec Charlotte, nous allons prendre le temps d'échanger sur les aspects du marché. Celui de la mode et du prêt-à-porter est très chahuté. Le nombre d'enseignes historiques ayant fermé leurs portes ces derniers mois est juste incroyable. Par ailleurs, l'ultra fast fashion, et là je pense à Shein ou Primark, vient renverser les habitudes de consommation. Et en même temps, Inditex, la maison mère de Zara, affiche une santé financière jamais atteinte. Alors dans ce contexte, comment et pourquoi des acteurs nouveaux et indépendants arrivent-ils à percer ? Logiquement, nous poursuivrons notre conversation sur la proposition de valeur de Patine afin de comprendre comment cette jeune entreprise adresse son marché, comprendre comment et pourquoi elle se démarque de la concurrence. Bien sûr, nous irons également sur le sujet de ses projets et de son plan de développement. Enfin, et c'est un sujet crucial pour Patine, nous parlerons de la relation client, de la data, du CRM, des réseaux sociaux, bref, de la prise de parole avec les consommatrices. Mais avant de commencer, Charlotte, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour et merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Charlotte et je suis effectivement la fondatrice de Patine. Patine a 6 ans, mais je dirais que ça fait 20 ans que je rêve de monter ma marque, monter mon entreprise et surtout monter ma marque de mode. Donc là, voilà, au jour où on enregistre ce podcast, je suis en train de continuer à vivre mon rêve. Génial. Exactement. J'ai été un petit peu longue, mais finalement, tout ce que j'ai fait avant, ça sert dans le résultat. Donc, je suis une late bloomeuse, mais très épanouie. Bon, t'as commencé comment en fait ? T'as quoi comme profil d'études ? Ouais, j'ai un profil de
élève moyenne, puis très bonne élève à partir du lycée. École prépa, école de commerce, parce que je savais pas ce que je voulais faire et que j'avais la pression de la bonne élève, du coup, de se garder des options pour plus tard. J'ai fait une grande école, donc j'ai fait l'ESSEC. En même temps, je voulais pas faire un métier... le type de métier que permettait de faire l'ESSEC. Donc, j'ai fait 2 ans au cours Florent en même temps. Je voulais être actrice. Et j'ai fait plusieurs... T'as une fibre un peu artistique, en fait. Ouais, j'ai une fibre artistique. Il y a plein d'artistes dans ma famille, mais il y a ceux qui se sont assumés et puis ceux qui se planquent un peu parce qu'ils se sentent moins légitimes. Et moi, je fais partie plutôt de ceux-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que là, je vis ma meilleure vie parce que je peux enfin allier ce que je sais faire, en fait. Un mélange de pas mal de plusieurs choses. Je pense qu'on est plein de gens sur Terre à être pas... que artiste ou que business ou voilà, moi j'aime bien tout en fait, j'aime bien mélanger tout ça. Et donc du coup j'ai eu ma première expérience significative, ça a été de faire d'être rédac chef adjointe d'un magazine de mode, complètement par accident. Attends, le cours Florent, t'en as expliqué. Non, mais est-ce que c'est intéressant, 2 ans. Qu'est-ce que t'en as retiré je suis partie en fait pendant la 2e année parce que je manquais énormément de confiance en moi sur scène et j'avais peur en fait. Et ça a été ma première... Oui, parce que les cours Florent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais, il y en a peut-être. C'est une grande école. Pour être acteur. Exactement. De théâtre ou de cinéma. Exactement. Et je faisais du coup les horaires qui permettaient de cumuler avec l'école de commerce. Donc je faisais Cergy, Riquet, 19e. Enfin voilà. En plus j'étais en stage chez Coca à l'époque. Voilà. Et effectivement du coup je suis partie. Et en fait c'est une bonne leçon pour la suite parce que j'ai cru au début que c'était raté, que j'osais pas, enfin voilà, que j'aurais des regrets. Et en fait, finalement, je crois que ce que j'aimais dans le fait dans le jeu, c'est dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai pas du tout besoin d'être célèbre ou d'être devant des caméras. C'est quoi ce qu'on cherche en fait, sans vouloir chercher la notoriété, quand on veut développer cette envie artistique. Je pense qu'on veut se faire remarquer, on veut exister et en même temps et prendre une place, mais pas forcément une place qui doit écraser les autres, qui doit voilà, mais il y a une envie de jeu tout le temps et de rayonner d'une certaine manière. S'affirmer un peu. Ouais, complètement. Oui, c'est vrai. Oui, s'affirmer et emmener en fait. Enfin, moi, je sais que je sais partager ma passion et du coup essayer de la rendre contagieuse. Et c'est ça en fait qui me suffit complètement aujourd'hui, plus que être actrice au sens strict du terme. Vous n'avez pas Charlotte devant vous, mais moi je l'ai. Je vous confirme sur son visage qu'il y a beaucoup de passion, même dans son regard quand tu parles. Bon, ça va alors. Donc voilà. J'habitais en fait quand j'ai fini mon école, j'habitais juste en face de la Samaritaine, où j'avais un micro-studio. À l'époque, c'était possible encore. Donc, on est en quelle année quand tu finis ? On est en 2003. Ok. Et je vais déposer un CV à la Samaritaine parce que j'attendais que les boîtes de mes rêves me répondent. Parce qu'évidemment, j'avais écrit que 5 CV aux boîtes que je trouvais incroyables. C'était à l'époque. Il y avait Les Enfants du Paradis, qui était une agence qui faisait que des projets super, agence com, image, market. Voilà, c'est ce type d'entreprise. J'ai pas eu de réponse et du coup pour pas m'ennuyer je suis allée voir la Samaritaine en disant est-ce que je peux être vendeuse chez vous, j'habitais vraiment à 20 mètres. Et en fait, quand ils ont lu mon CV, ils m'ont dit bougez pas, on revient dans 5 minutes. Et il leur manquait des profils un petit peu comme moi, visiblement. Je suis allée à la presse mode en fait du jour au lendemain. Là, du coup, ça a été au bonheur des dames pendant 3 mois. La presse mode, la Samaritaine, tu peux faire le lien parce que la Samaritaine, c'est un grand magasin. Oui, alors c'était avant la fermeture et les travaux. C'était un petit bon marché, très oui, mais vieillot. la presse mode. Ils ont un service presse en fait qui, du coup, il y a une énorme vie d'animation pour faire venir des journalistes, créer les temps forts. Donc c'est la com en fait, créer les temps forts, Noël, cadeaux, anniversaire du magasin, mais sur un angle très image pour faire venir les grandes journalistes de mode et qu'elles parlent en fait de la Samaritaine et voilà. Donc le rôle c'est de positionner le magasin comme le magasin qui a les dernières tendances, la nouveauté et tout. Et donc là j'ai adoré, j'étais encore assez peu
Ta mission, c'était quoi ? J'étais plus une petite souris. C'était, du coup, c'est très... envoyer... C'est des trucs très prosaïques, quoi. J'avais 23 ans, j'envoyais des shoppings aux journalistes, j'organisais les événements, je faisais en sorte de faire des relances RP. C'était des RP, quoi. Voilà. Et j'étais hyper timide, et il y avait des énormes caractères de diva et tyran de la mode, quoi. Mais c'était en même temps... j'enregistrais tout. Je pense que de mes 4 ans à 23 ans, j'ai enregistré, et après, j'ai commencé à restituer ce qu'il y avait sur le disque dur. Qu'est-ce que tu as appris, finalement, pendant ces 2 ans-là ? Que j'adorais le contact. J'adore la mode, et en même temps il y a une phrase célèbre, et c'est tout ce que je déteste, mais c'est aussi ça, c'est que je sais que c'est un jeu, en fait, tout ça. J'avais l'impression de continuer le théâtre, en fait, que je me disais, au fond, ces personnes ne peuvent pas vraiment croire tout le temps à ce qu'elles disent, à ce qu'elles, aux airs qu'elles se donnent et tout. Je pense il faut être au 3e degré, en fait, pour être là-dedans. Et en même temps, le beau, c'est incroyable, le beau. Je veux dire, les belles matières, les belles histoires de créateurs et tout. Voilà, je suis passionnée de mode. Et donc, du coup, j'ai appris ça. J'ai vu aussi que j'avais envie d'être avec des gens, que l'environnement était hyper important. Il n'était pas forcément hyper génial là où j'étais, mais du coup, voilà, on apprend aussi en contre. Voilà. Et en fait, je suis partie assez brutalement parce que j'avais un copain de l'ESSEC qui avait monté un magazine de mode avec un entrepreneur qui lui aussi vivait un peu son rêve après avoir revendu cher sa boîte de monter son magazine. Et ils étaient que des garçons. Et en fait, un café un matin, ils me disent voilà, il nous faut une fille. Je dis bon, jusque-là, sur le CV, ça va. Et en fait, on discute et je pars les aider à faire le numéro 2. Et puis, je suis restée 6 numéros, donc un trimestriel. Donc, ça a été 1 an et demi, 2 ans. Où là, j'ai appris énormément de choses qui me servent encore aujourd'hui. J'ai appris à faire de la prod photo. J'ai appris à écrire. J'ai beaucoup écrit. J'aimais déjà bien ça, mais j'ai énormément écrit. Donc c'était des articles. Ouais, des interviews. J'allais partout dans Paris, interviewer des créateurs. Donc je faisais, je sais pas, il y avait un numéro spécial vintage. Je cherchais qui était légitime sur le sujet. J'allais les voir. Il y avait un travail d'investigation préparatoire. C'était hyper complet. Ouais. Rédaction, encadrement, du coup, des gens qui étaient pigistes sur certains sujets, voilà. Et puis des trucs juste, oser louer un van, oser appeler Chanel pour avoir un shopping, faire des légendes, être rigoureux sur un bouclage papier. J'adore en fait, j'ai aussi adoré le côté aventure. C'est un peu comme faire un film ou faire une pub ou un projet ou un shooting, juste c'est une petite histoire à plein de gens avec un début, une préparation, un début, un milieu et une fin en général un peu douloureuse mais très solidaire. Donc le bouclage où on dort pas pendant 48 heures, on a peur parce qu'une fois que c'est imprimé, c'est pas comme le web où on peut pas corriger la coquille. Et ça, j'adore, en fait, j'adore les aventures j'aimais bien la colonie quand j'étais petite, j'aime bien les petits groupes, les projets, voilà. D'ailleurs j'avais fait un BDE en école, voilà, j'aime bien ça. Et du coup, cette aventure s'est transformée en agence digitale. On est devenu, le papier c'est difficile, le rythme trimestriel c'est un enfer, et du coup on est devenu une agence digitale pour plein de clients, sauf que moi j'étais un peu triste parce que j'aimais bien ce que je faisais et j'avais compris que j'étais assez utile quand même au groupe, et donc j'ai imposé mes conditions gentiment, mais en disant ok, moi je veux bien rester et faire ça, mais vous me donnez les clients luxe. Et on s'est mis en fait à faire les campagnes des digitales de LVMH. Donc on est en 2000... Les campagnes digitales, ça veut dire quoi ? Alors on est en 2004, ouais. Donc le digital est encore vraiment plutôt sale, pas noble, quoi. C'est un peu nul de communiquer. Voilà, ça a tellement changé en fait. J'ai l'impression d'être un dinosaure, mais ça veut dire pour Dior Parfum... monter un dispositif pour Dior Homme sur les Inrocks, voilà, donc des trucs hyper prosaïques, genre la homepage. Ouais, j'ai fait des mini-sites pour Sephora, j'ai fait des... voilà, je me rappelle chez Louis Vuitton, pour le coup, le prêt-à-porter, il fallait que, genre, au bout d'une demi-heure de réunion, on me dit, mais quand vous dites pape, c'est prêt-à-porter. Ah non, c'est page avec publicité. C'était hyper nouveau. Et voilà, et donc j'aimais énormément rester en contact avec les problématiques de la mode. Et là, j'ai découvert le e-commerce, en fait. Parce que j'ai eu un client clé qui était Sephora. Et j'ai adoré en fait l'aspect aussi performance, à tel point que j'ai bougé en fait pour partir chez Sarenza, qui était donc à l'époque une toute petite boîte qui avait envie de faire un Zappos européen. Zappos était le leader aux US de la vente de chaussures en ligne, et qui a été depuis racheté par Amazon. Le lien entre les deux.
Ouais, le lien, c'était que je voulais faire du e-commerce. Non, mais mais j'étais en agence. t'as été... Ah non, en fait, le lien, c'est qu'à un moment donné, on a été dans le même immeuble, que je fumais à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas depuis 7 ans, je tiens à rassurer les auditeurs. J'ai arrêté pas mal de choses et j'ai jamais pris de drogue. Et du coup, je faisais mes pauses clopes avec les fondateurs de Sarenza et je trouvais leur projet quand même assez marrant. Et donc, j'avais été dans les premières à commander pour faire l'expérience, juste voir. Et quand j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un, vraiment, mais sur Monster, on est sur... j'ai postulé, ça quoi. existe plus, ça. Je sais pas, non, je pense pas, non. Ouais, je crois pas. C'était Monster. Et vous allez entendre pas mal de vieux mots, mais vous rassurez-vous, je n'ai pas encore de cheveux tout blancs. Ça viendra. Et du coup, j'ai passé l'entretien. J'avais mis mes chaussures fétiches dans mon sac, des petits escarpins Marc Jacobs hyper beaux, mais j'étais en Converse parce que voilà. Et avec le stress et l'énergie et tout, j'ai oublié de changer de chaussures au dernier moment. Du coup, j'ai passé l'entretien, je suis partie, j'ai ouvert mon sac, j'ai vu les chaussures, je me dis c'est raté, c'est sûr, fallait que voilà. Donc je refrappe et je leur dis j'avais pris les chaussures. Bon, oui, ben, c'est bien, c'est super, l'entretien est fini, voilà. Et finalement, j'ai eu le job. C'était pour faire quoi responsable marketing acquisition. Ouais. Ils étaient 15, je pense. Et donc, ils étaient 3 fondateurs à l'époque. Là, on est en quelle année, juste pour qu'on puisse... On est en 2006. 2006. Et alors, attention, j'avais fait que du média un peu plus branding et un peu de perf pour Sephora, mais j'étais pas experte. Par exemple, j'avais jamais fait les AdWords et tout. J'étais vraiment... C'est pas marrant. C'est pas marrant. Non, mais surtout, il fallait faire semblant. Du coup, j'ai fait semblant. J'ai lu 2 bouquins, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur le... Voilà, et je me suis dit, ouais, ok, fake it, c'est bon, on y va. Fake it, ok. Et voilà, donc à l'époque, il y avait déjà une agence en place, Cara, il y avait... voilà, et c'est parti. Et en fait, l'aventure, c'est long, mais je suis restée 10 ans. Alors surtout, enfin, pas 10 ans au responsable marketing acquisition, parce que ce serait un petit peu triste pour nos auditeurs. Comment tu as... C'est un témoignage de non-progression dans la vie. Ouais. Non, mais comment, en fait, justement, ces 10 ans se sont structurés? Quelles sont les grandes étapes? Oui, comme des cycles de Kondratiev, un peu. Non, il y a eu des cycles. Alors, il y a eu déjà une première étape où moi, je me suis rendue indispensable assez vite. En réinternalisant le marketing, voilà, des choses voilà, je me suis vraiment pris au jeu. Et ensuite, la boîte a changé de main assez brutalement. 9 mois, 8 mois après mon arrivée. Si brutalement que je me suis dit, mais il faut que je parte en fait, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, voilà. Donc j'ai passé des entretiens et j'ai signé au bon marché, un peu sous la pression, il fallait que je signe dans le bureau, je sais pas, bon voilà. Et Stéphane Trépose, qui était arrivé chez Sarenza, quand je lui ai dit, bah voilà, en fait, bonjour, parce que c'est lui qui reprenait la boîte, je pars, il a dit, voilà, non, toi, t'es une des seules qui comprend le digital, là, donc pas possible. D'ailleurs, maintenant, t'es directrice marketing. Mais j'étais directrice marketing de moi, quoi. Enfin, il y avait personne. Je me suis dit, c'était cool, bon, il y a un titre, mais c'est un peu vide. Mais je suis restée. Et l'aventure, en fait, a duré 10 ans avec... donc, quand je suis partie, j'avais 50 personnes dans mon équipe, à peu près. Donc, ça a été vraiment... Raconte un peu comment ça s'est structuré, parce que c'est intéressant. C'est 10 ans, c'est long, surtout à l'échelle du digital. Ouais. Sarenza, tout le monde connaît. Oui. C'est une marque qui est connue. Tu pars presque de rien et tu construis toute une stratégie, une équipe. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as retenu des grandes étapes par lesquelles tu es passé pour faire le marketing de Sarenza? Alors, sans aller dans le trop perso ou le pathos, on est sur un profil un peu atypique de quelqu'un de... je me dis parfois que j'ai eu de la chance jeune de pas tomber dans, par exemple, les pots d'échappement ou je sais pas, parce que peut-être que j'aurais trouvé un truc génial et j'y serais encore. Parce qu'en fait, je trouve qu'assez vite, on peut se passionner parce qu'il y a des trucs intéressants partout. Voilà. Mm-hmm. Alors, heureusement, finalement, j'ai toujours réussi à naviguer, à rester dans la mode, le digital, vraiment ce que j'aime. Mais en fait, quand je dis je me suis prise au jeu, c'est vraiment ça. C'est que y avait tout à faire. Et il y avait des gens sympas. Et en fait, je pense que ce qui caractérise peut-être le fait que je sois restée longtemps et tout, c'est l'humain quand même. J'aime bien les retrouver. Je suis pas quelqu'un de télétravail. J'aime bien être avec les gens en équipe. Peut-être toujours ce côté colonie, tournage, bouclage et tout. D'ailleurs, chez Patine, on y est là. C'est comme une petite maison. Il manque que mon lit. Bon, ce serait pas très pratique pour mes enfants et mon mari, mais voilà, c'est assez complet.
plaît, quoi. On se sent comme à la maison. Oui, parce qu'on a la chance d'enregistrer dans les bureaux de Patine à Paris. Avec la boutique en dessous, le studio photo, la cuisine où on peut se faire à manger. Enfin voilà, c'est la maison. Et donc du coup, chez Sarenza, au début, j'ai vraiment appris et construit les bases de l'acquisition avec très peu de budget, parce que c'était une boîte qui était qui faisait très attention qui revenait de loin d'un point de vue rentabilité. Et du coup, j'ai appris à piloter un coût d'acquisition et à faire beaucoup avec peu plutôt. J'ai essayé de traduire en français. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup partout. J'ai besoin je trouve qu'on est très créatif avec des contraintes et qu'on est meilleur effectivement quand il faut faire Mais c'est attention. L'efficacité en fait, ce dont tu parles. Ouais. Tu as investi dans la marque en fait pour pouvoir capitaliser dessus et avoir des coûts d'acquisition moins forts ou... Oui, mais c'était peut-être pas une stratégie au début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrents en fait vraiment. Donc du coup, c'était pas une question de vouloir émerger ou voilà, c'est juste que moi ça me ressemblait plus et que j'avais pas mal les mains libres et je crois que ça plaisait finalement à tout le monde que ça soit pas juste un distributeur de chaussures, mais que ça soit une entreprise avec une âme et avec des vrais gens derrière et voilà. Donc du coup, je pense que par souci de peut-être cohérence et on est à mon avis beaucoup à vouloir mettre de soi dans son job et voilà, du coup c'est assez naturellement. Sarenza, j'avais pas envie que ce soit juste un supermarché de la chaussure. Et du coup, avec budget contraint, ça poussait à être assez créatif et ça m'a emmené vers de plus en plus de branding finalement. Comme par exemple, on avait monté la course en escarpin. Donc moi, ça reste un bon souvenir. On avait plein de filles qui couraient en escarpin. Alors maintenant, ce serait pas du tout 2023. Et puis moi-même, je suis jamais en talons, mais c'était hyper ludique et ça faisait beaucoup parler en fait. Donc voilà, il y a eu vraiment, j'ai pu m'exprimer d'un point de vue création de marque et c'était des choses qui ont aussi permis de rendre Sarenza assez fort sur son marché quand les gros concurrents sont arrivés. Tu y es resté 10 ans, tu ouais. as fini par en partir. Ouais. Ça te ressemblait plus exactement. Non. Tu avais envie d'autre chose. Et puis finalement, au fond de toi, tu avais cette envie de créer ta propre marque. Oui. Tu pars avec tout de suite l'idée de créer Patine. J'ai mis peut-être 10 mois à préparer mon départ d'une manière moi parce que j'aimais bien, enfin je voulais être sûre d'avoir un projet et de l'autre côté parce qu'on n'a pas voulu vraiment me laisser partir. Je fais partie de ces gens qui grandissent avec l'entreprise, c'est-à-dire que au fur et à mesure j'ai accumulé des fonctions. Peut-être qu'à un moment il aurait fallu réorganiser, mais du coup c'est vrai que j'ai eu la chance de gérer les métiers du CRM, du branding, des RP, de l'acquisition. J'ai ouvert les premiers pays. Voilà, j'ai fait énormément de choses. J'ai aussi énormément contribué à lancer la marque propre. En fait, au moment où j'ai vu Cézanne, je dis mais il faut absolument qu'on ait notre marque en fait. Voilà, et du coup ça c'était un des projets aussi que j'ai énormément poussé parce que peut-être aussi je réfléchissais autant comme cliente potentielle et parce que j'aimais la mode, donc j'apportais aussi ça à l'équipe. Et puis après, j'ai énormément dépensé, donc l'argent de Sarenza, parce qu'on me le demandait, en télé, en radio. Donc le sarenza.com qui est dans votre tête, c'est ma faute. J'ai même écrit plein de mais spots. Ça explique pourquoi. Enfin bon, c'est la défense aussi, la notoriété de Sarenza, c'est grâce à ça. C'est parce que c'est pas moi qui ai dit il faut dépenser énormément d'argent en radio, mais quitte à le faire, autant le faire pour imprimer quelque chose de fort et voilà. Et du coup, ça, c'est... j'allais jusqu'à écrire certains spots, en fait. On avait une saga avec des personnages, avec des super acteurs. Voilà. Ça, cette partie créative, c'était génial. Et c'est ça qui peut-être me retenait, parce qu'au fond, tous les 2 ans, je savais qu'il fallait que je parte, en fait. Mais j'osais pas, syndrome de l'imposture. Hello à toutes les femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas non plus. Peut-être un management pas non plus... voilà, qui aide sur ce sujet. Et au bout de 10 ans, effectivement, ça y est, j'étais prête. Moi, j'aime bien les symboles aussi. Je me dis, mais 10 ans, faut absolument partir. Voilà, donc je les ai pas tous faits. Je m'étais dit aussi, à 30 ans, t'auras monté ton... Voilà, il faut pas non plus se mettre une pression énorme. Je me mets une énorme pression, mais j'avais vraiment envie d'aller créer cette marque. Et du coup, je pense que ce qui est amusant et chouette, c'est que ma marque aujourd'hui est un cocktail de tout ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait. C'est
Il y a absolument pas tout ce que j'ai pas aimé, donc c'est aussi en réaction à ce que tu voilà. l'avais en tête là pour monter Patine Oui. après Sarenza. T'avais en tête déjà ce que tu voulais? Alors, je voulais monter une marque de mode. J'ai fait ça avec un associé au début, un ancien de Sarenza, qui lui aimait pas du tout le vêtement, la mode. Je crois que j'ai essayé à peu près 10 heures de m'enthousiasmer sur on va monter autre chose. Donc j'ai essayé de m'auto-convaincre, ouais, on va lancer un business de bureau debout, enfin voilà, plein d'idées et tout. Et en fait, à 21h, ça a duré une journée. Je dis, non mais, enfin, il y a que ça qui m'intéresse, enfin vraiment. Donc du coup, je vais juste, enfin voilà, si tu veux faire avec moi, c'est là-dessus. Donc de toute façon, ça c'était mon projet. En revanche, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça montait, j'ai eu mon réveil écologique. Donc on est en 2016. Quand je parlais de justement tabac, etc., en 2016, j'ai le même jour, après une overdose de documentaires sur Netflix sur donc Cowspiracy, les documentaires sur la fast fashion, tout, j'étais en vacances et mon esprit était disponible. Et je dis, mais en fait, je veux plus donner mon argent, ma santé à des entreprises qui le méritent pas. Donc du coup, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté le coca. Quand on a fait un stage d'1 an chez Coca, on est un petit peu... Coca addict. Voilà, complètement. L'eau est payante, mais pas le coca. J'ai arrêté la viande parce que ces documentaires, Cowspiracy et tout ça, c'est impossible après. Voilà, donc je suis végétarienne depuis 7 ans. Et disons que ça a été un énorme changement que j'avais déjà commencé avec mes enfants, mais ça a été assez fort. Et du coup, j'ai eu quelques semaines de troubles en me disant comment je vais faire, parce qu'en fait, la mode, c'est la cata. Et du coup, en fait, mon rêve, c'est plus possible, en fait. Enfin, alors, en plus, on rajoute une petite couche de syndrome d'imposture qui est toujours là, en me disant, personne m'attend, en plus, créativement. Enfin, moi, je pense avoir des idées, mais le monde peut continuer à tourner sans mes dessins de robes, et voilà, ça va bien se passer, quoi. Et donc, du coup, c'était compliqué, et finalement, c'est génial parce que c'est ça qui a fait que c'est ça qui a fait Patine, en fait. C'est finalement le problème, c'était pas. Le problème, c'était finalement comment je fais une marque alors qu'en fait, alors que c'est plus possible aujourd'hui. Et du coup, la Patine est aujourd'hui, et depuis 6 ans, et avance sur cette ligne de crête qui est... puisque la mode pollue, puisque on achète trop, puisque c'est mal fait, comment on réinvente tout ça ? Comment on recrée en fait un intérêt ? Et comme c'est une question que je me pose intrinsèquement tous les jours, partout, du coup, c'est une marque qui a énormément de matière et de sens, en fait. Enfin, plein de couches. On va aller vachement plus loin tout à l'heure en détail. Avant qu'on y rentre justement dans le détail, est-ce que tu pourrais, comme je le disais en introduction, un peu nous livrer ta vision, tu viens de commencer un peu à le faire, de ce qu'est le marché de la mode et du prêt-à-porter dans son ensemble, comment tu vois les choses. En introduction, je parlais de la fast fashion, de l'ultra fast fashion. J'ai vaguement évoqué les sujets des DNVB qui se positionnent autrement. J'ai reçu Fago, par exemple, derrière ce micro, et Bicorp aussi, et qui répond peut-être à une philosophie de production et de vente proche de celle de Patine. À toi de me dire. Bref, comment tu vois en fait un peu tout ça bouger aujourd'hui avec le consommateur au milieu qui peut avoir des comportements schizophrènes. J'ai ma fille aînée qui a 18 ans, elle est à la fois cliente de la fast fashion et en même temps elle est sensible aux sujets environnementaux. Ouais. Comment tu vois tout ça, toi ? C'est quoi qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à tout ça ? Oui, alors déjà, ça bouge hyper vite et à la fois pas assez. Donc en 2017, quand on a créé Patine, la mode responsable et ces sujets-là n'étaient pas du tout en avant encore comme... ça a énormément évolué aujourd'hui, l'information. Voilà, en 6 ans, le marché a énormément évolué. Mais le marché, c'est l'offre et la demande. Donc, est-ce que ça évolue de façon symétrique d'un côté et de l'autre, ou est-ce que tu vois que les consommateurs sont plus en avance sur l'offre ? Ils sont mieux informés.
mais pas tous. Il y a une énorme... ce qui structure toujours, c'est le prix et l'attention ou la disponibilité qu'on peut donner à ces sujets. Puisque, si on n'a pas de budget, c'est sympa de s'inquiéter d'où vient le vêtement et comment il est fait. Mais déjà, il faut pouvoir s'offrir des pièces et subvenir à ses besoins essentiels. Donc, c'est assez... c'est injuste. C'est exactement comme sur l'alimentation, en fait. Enfin, on aime bien, moi j'aime savoir exactement ce que je mange. J'ai toujours cette image de resto où on m'a posé la question de où a poussé le légume et l'histoire de John qui a cultivé son haricot et tout ça. Et voilà, j'adore ça, mais je sais que c'est hyper bobo et que j'ai la chance d'avoir le temps de me poser la question de qui est John qui fait pousser son haricot, quoi. Donc du coup, c'est le même sujet pour la mode. Pour moi, c'est un marché qui est extrêmement... fragmenté, où tout va très vite, tout est brouillé. Il y a un manque de sens énorme et un manque de lisibilité pour tout le monde, et trop, en fait. Mais du coup, c'est un problème que j'avais déjà commencé à voir chez Sarenza. Par exemple, l'aspect trop de stock. Moi, c'est ma hantise, le stock. Je déteste le stock. Je déteste les magasins en semaine qui sont vides avec les habits qui... Voilà. Et c'est vrai qu'année après année, je voyais chez Sarenza les mécaniques de vente privée. Tu les détestes pour des raisons économiques ? Économique, écologique. En fait, c'est du pur gâchis. Et je n'aime pas, du coup, la déformation que ça crée côté marketing, puisque du coup, en fait, la com, elle doit résoudre un problème qui est faire sortir un stock, donc commencer à utiliser des arguments plutôt fallacieux pour vendre. Et alors que c'est tout ce que je déteste, en fait. Et j'aime pas non plus ce que ça crée sur les prix, puisque du coup, il faut... trop de stock égale du coup des réductions. Pour faire des réductions et rester rentable, il faut gonfler des prix au départ, ou alors il faut utiliser des matières moins belles. Donc en fait, c'est tout ce que ça crée comme effet pervers qui rend notre boulot pas agréable, en fait, et qui crée aussi un biais, une manipulation entre les clients et les marques. Donc du coup, c'est vrai qu'avec... ce marché, moi, j'aime bien me dire qu'il faut y remettre du sens et de la lisibilité et de la simplicité aussi. Et puis, en même temps, être assez humble en disant aujourd'hui, en fait, tout a été fait, tout existe. Le problème, c'est que tout existe trop, en fait, et tout est trop disponible. Et du coup, comment on fait, en fait, pour réenchanter ça en recréant, en fait, de la rareté, mais une rareté qui est pas fausse. Donc, du coup, voilà, tout ce qui est, je sais pas, dans les baskets, de dire il y a 100 paires et en fait, voilà, il faut être les premiers sur les attentes et tout. C'est des mécaniques marketing brillantes et j'adore ça. Enfin, mon esprit marketeur et de com trouve ça génial, mais au fond, en fait, on l'a complètement créé, cette rareté, et c'est peut-être pas vrai. Et voilà, donc du coup, j'ai besoin d'être cohérente pour dormir la nuit et voilà. Et donc, du coup. Mais ça, tu nous décris une réalité de marché, mais moi, je veux qu'on reste un peu sur le marché pour qu'on comprenne bien un peu. Donc, il y a cette réalité. Ouais, de brouiller. De fonctionnement. Tous les prix, des nouveautés tout le temps, des collections tout le temps, des drops tout le temps, donc tout vite, voilà. Et toute la communication, on est harcelé de messages, de campagnes, de push, de collabs, d'occasions, voilà, il y a des prises de parole en continu sur tout pour acheter plus tout le temps. Donc ça, c'est l'offre, finalement. Ouais. Le consommateur, de l'autre côté, on l'a un peu évoqué, mais comment tu le perçois de façon globale ? D'ailleurs, est-ce que tu vois une différence entre les consommateurs et les consommatrices dans les comportements d'achat ? Alors aujourd'hui, tu vends des vêtements de femmes. J'ai un petit peu d'hommes. Ouais. Un petit peu d'hommes peut-être. Chez Sarenza, c'est les deux. Ouais. Comment tu interprètes ça ? Et même les générations, les unes par rapport aux autres. Voilà, ta vision côté consommateur, comment il évolue ? Alors aujourd'hui, on a, je dirais qu'il y a alors sur la mode,
on a à la fois des besoins, donc un client qui a des besoins d'équipement et en même temps qui a des envies de nouveautés, des impulsions, voilà. Donc, et je dirais que ces dernières années, les clients sont quand même, les consommateurs, mais j'aime pas trop ce mot, sont de plus en plus conscients, conscients de ce qui se passe, commencent à se modérer. Soit par choix, ça c'est un luxe, soit par contraction de leur budget, par inflation et par placard trop plein aussi, puisque physiquement, enfin ce qui se passe avec Vinted, la croissance ahurissante de Vinted et tout, c'est aussi vider nos placards, voilà. Mais voilà, tout ça qui est croisé avec quand même, on a des personnes qui ont toujours envie de nouveautés, de petits moments de joie qui peut être procurés par la mode. Donc du coup, de rééquipement, poussé aussi par les marques qui donnent envie de racheter. Et moi, la première, j'ai envie aussi. Enfin, ça brille, ça me donne envie. Je vais me sentir plus belle, plus forte. Voilà. Et du coup, je vois les consommateurs, puisque tu les appelles comme ça, tiraillés en fait, sur la mode, tiraillés entre ce qu'ils peuvent allouer à la mode ou pas, entre leur envie d'être plus responsable parce qu'on est plus informé, mais en même temps ce qui est vraiment possible, avec tout le greenwashing en plus qui vient brouiller les cartes de moi je fais attention et puis finalement est-ce qu'en fait on m'a pas menti, voilà. Donc pour moi ce que je vois c'est des œufs brouillés en fait, une énorme poêle de brouillés qui est un trop plein en fait, beaucoup trop. Comment tu perçois les initiatives d'économie circulaire? Tu parlais de Vinted, mais les marques aujourd'hui se lancent aussi dans des initiatives pour faire, pour proposer, même des gens comme Kiabi, tu vois, la mode accessible, pour proposer des produits de seconde main, pour récupérer des stocks contre des bons d'achat. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Comment tu perçois ça? Je trouve ça super. C'est toujours c'est jamais une seule entité qui pousse. C'est pas c'est un mélange pour moi de la loi qui évolue, la loi qui contraint du coup les marques, par exemple sur le gaspillage, on n'a plus le droit de brûler des vêtements neufs ou les détruire. Enfin Dieu soit loué. Voilà, mais du coup c'est la loi bouge. La loi bouge en général en réaction à la façon dont les citoyens font bouger les choses aussi. En même temps, il y a des citoyens qui vont être côté consommation, des citoyens qui vont être de l'intérieur en entreprise. Mais finalement, si ça bouge vraiment, je crois vraiment que c'est le leader d'une entreprise qui va faire bouger les choses. Donc du coup, quand il y a un leader qui est sincère dans sa démarche, ça peut bouger vite. S'il n'y a pas de leader sincère, il y a parfois des personnes au bord du burn-out dans une équipe de RSE qui, tant bien que mal, vont mettre des poubelles de recyclage à l'étage de la direction. Je caricature, évidemment. Du coup, si ça bouge malgré un leader, c'est qu'il y a une opportunité commerciale. Et heureusement, parfois, opportunité commerciale et écologie peuvent aller dans le même sens, c'est-à-dire que il y a des raisons de peut-être limiter le gâchis. Enfin voilà, parfois l'équation et souvent en fait quand on arrive à aligner écologie, qualité, économie, c'est le mieux en fait. Donc les entreprises se rendent compte aussi que si elles ont moins de surstock, elles gèrent mieux. Du coup, elles peuvent peut-être aussi consolider leurs marges. Enfin voilà, tout est lié quoi. Tout est lié. Dans ce contexte-là, alors Patine, tu as commencé à nous en parler un petit peu. Ouais. Comment ça se développe? Comment ça s'est développé? Comment tu as créé tes premières collections? J'aimerais bien en fait qu'on commence par le début, parce que quand il n'y a rien, il faut commencer par quelque chose, il faut vendre des premiers produits. Donc comment tu les as designés, comment tu les as fait produire et comment tu es allé chercher tes premières clientes? Alors, il y a eu des choses que j'ai bien faites et d'autres qui ont été des accidents heureux, des serendipity, on dit. En fait, ce que j'ai bien fait, je crois, c'est préparer la marque. Je voulais vraiment arriver avec une proposition qui apporte quelque chose. Et j'ai énormément... alors c'est peut-être du coup étudier son marché, mais en fait je suis allée dans le placard des gens. Je proposais en fait un latte contre 1 heure dans le dressing.
Ça a l'air bête comme ça, mais du coup, je suis allée dans une 40aine de placards dans Paris. D'abord les amis, puis amis d'amis, puis après j'ai posté sur Instagram, et puis donc je suis allée voir des gens super, directeur commercial de Sonia Rykiel, enfin des gens qui s'intéressaient, qui étaient curieux de ma démarche. Et donc du coup, j'ai apporté le café, et pendant 1 heure, on parlait de vêtements. J'avais un interview bien calé, et mon idée, c'était de comprendre ce qui nous attachait aux vêtements, de quoi on avait besoin et ce qui allait pas, ce qu'on cherchait. Si y a des auditrices, on a été nombreuses à jouer à Dessinons la mode quand on était petite, où on imaginait nos habits parfaits. Du coup, moi, je continuais à jouer à ça, en fait. Et du coup, pendant 1 heure, je jouais à ce jeu, finalement, en discutant avec les gens. Et puis aussi, je voulais vérifier que Patine allait répondre à quelque chose. Donc du coup, je posais la question de est-ce que vous lisez les étiquettes ? Est-ce que vous regardez la provenance ? Est-ce que la matière est importante pour vous, etc. La conclusion de tout ça, ça a été d'être rassurée sur le fait que ce que j'avais envie de faire, c'était... il y avait des insights, en fait. C'est-à-dire que j'étais pas du tout les seuls à rêver du sweat parfait, du bon jean, de la bonne chemise. Voilà, on a tous cette espèce enfin, on est nombreux à avoir cette quête des vêtements qui vont nous accompagner, qui sont parfaits pour nous, qui sont beaux. Voilà, il y avait ça. En même temps, il y avait très peu de curiosité pour la partie écologique. Et ça, je l'ai vu comme un signe génial. Je me suis dit, mais trop bien, parce qu'en fait, moi, ma force, c'est, quand je m'enthousiasme un sujet, c'est de partager ça. Et donc, du coup, je vais rendre cool l'écologie. Je vais expliquer pourquoi, moi, ça m'a retourné la tête et je trouve ce sujet passionnant. Et je vais emmener les gens avec moi. Donc, du coup, ça m'a pas du tout freiné. En fait, je me suis dit, mais super. En fait, les personnes ont besoin d'être excitées par le sujet. Il faut rendre ça sexy. Parce que ça l'est pas, et si ça les intéresse pas aujourd'hui, c'est pas parce que elles sont bêtes ou parce qu'elles sont égoïstes. C'est juste elles savent pas, en fait. Donc du coup, c'est le boulot d'une marque d'expliquer la démarche, d'expliquer ce qui se passe, etc. Et puis le troisième learning, ça a été la relation aux vêtements, l'attachement. En fait, je me suis rendu compte assez vite que comme je voulais faire une marque de qualité qu'on garde, en fait, les vêtements qu'on garde, c'est pas forcément parce qu'ils sont basiques. C'est important, effectivement, que ces pièces se périment pas, parce que, en fait, peut-être que 3 manches jaune fluo avec des plumes, on va s'en lasser dans 2 ans parce que c'est plus la mode. Mais basique, ça peut être aussi très ennuyeux, aseptisé. Et en fait, ce qui crée un attachement à un vêtement, c'est les souvenirs qu'on a créés dedans. C'est peut-être la nostalgie, la madeleine que ça peut créer sur... un concert où on est allé en 94 et voilà, ou alors cette fille dans la classe qui avait des Converse bleu marine et c'était trop cool et elle était la plus populaire et peut-être qu'en fait, enfin voilà, il y a tout ça et du coup je me suis dit en fait si on veut que les gens gardent leurs vêtements et il faut qu'on fasse des vêtements attachants et donc c'est finalement mon branding. Et le fait de créer une marque avec du sens et attachante, ça va servir ma mission qui est qu'on achète moins de vêtements au final. Ok, donc ça, t'as investi la marque. Enfin, t'as compris ton marché, tu dis je vais investir dans ma marque. Ouais, j'étais très claire sur ce que je... Patine, sur ce que, d'ailleurs, le mot, il vient d'où? Comment tu l'as eu des vêtements qui c'était une phrase à un moment donné, donc avec mon ancien associé, je disais non, mais des vêtements qui sont beaux, c'est pas qu'ils sont en téflon, évidemment, qu'il y a le temps qui passe, voilà, mais ça se patine, quoi. Là, je dis, ça se patine, c'est pas mal, dis donc. Enfin, patine, okay. Voilà. Merci pour la petite histoire, c'est important. Il va falloir à un moment ou à un autre que tu crées ton premier ou tes premiers vêtements. Oui, donc à nouveau le syndrome d'imposture, je me suis dit, ok, on va commencer simple, je vais faire un t-shirt. En fait, pas du tout simple, parce qu'il fallait qu'il ait une supériorité par rapport à ce qui existait déjà, mais j'avais une idée très claire, étant folle de vêtements, experte de vintage, je suis allée... Mon voyage de noces, c'était au Texas, aparté personnel, pour écumer les magasins vintage dans les petites villes désertiques avec mon mari. Donc voilà, on part de quelqu'un de sérieusement allumé. Et du coup, voilà, je savais déjà ce que je voulais comme t-shirt. Je l'ai exprimé, j'ai fait des questionnaires, et j'ai récupéré en fait... donc il y avait des questionnaires de c'est quoi le t-shirt parfait pour vous, etc. Mais... disons que j'avais un bon mélange en moi de tout ce que j'avais appris en marketing, en CRM, en collecte de données. T'as la donnée pour faire en fait le bon t-shirt. Ouais, et puis du design, comment on dit, user design, enfin du design service. J'avais fait les refontes de sites chez Sarenza. Je savais ce que c'était que commencer partir de l'utilisateur, se mettre en situation et tout. C'était vraiment ça. Enfin, mon t-shirt, c'était justement en allant dans les dressings des personnes, comprendre qu'un col qui se détend trop vite et tout. Je te coupe, désolé. Ouais.
Pour le dessiner, ce t-shirt, Ouais. tu fais comment? Tu vas sur un ordinateur avec un logiciel pour le dessiner? Tu vas voir des fabricants? Alors, il y a Comment plusieurs on fait? choses. Comment Il y a on mes fait? dessins qui sont vraiment hyper moches, mais moi je sais du coup ils me servent de mémo. Ouais. Après, il y a les piges, c'est-à-dire mon tiroir en fait de pièces vintage, de ça, ici j'aime bien la longueur, ici j'aime bien le col, ici voilà. Et après, il y a l'aspect qualité. Patine, c'est un triptyque depuis le début qui est qualité, écologie et style. C'est les 3 piliers sur lesquels je vais travailler à chaque vêtement. Et du coup, du coup, il y a eu un truc super qui est que il y avait tout un nouveau sujet à explorer sur ce qui fait un vêtement solide et ce qui le rend beau en termes d'une matière belle, supérieure, qui se tient, qui va pas vriller, qui est épaisse, etc. Donc j'ai appris ça. Alors comment? En lisant énormément. En parlant, parce que je me suis rendu compte aussi, alors quand on est en entreprise depuis Non, mais là, longtemps... tu es en train de m'expliquer ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Ouais, mais du coup, je suis allée l'apprendre. Je suis allée parler... Il y a un moment ou un autre, il faut le faire. Ouais, je suis allée... j'ai pris plein d'ingrédients partout. Ouais. Je me suis aperçue que les gens aimaient beaucoup parler d'eux et parler de ce qu'ils savaient. Ouais. Et que c'était super, en fait. Donc, il y avait beaucoup de partage. Par exemple, sur le jean, j'ai parlé à des gens qui travaillaient chez Levi's, qui avaient envie de raconter ce qui les frustrait, ce qu'eux, ils aimaient dans les jeans qu'ils faisaient et tout. Enfin, vraiment, les gens sont OK pour parler, en fait. Et aussi, j'avais découvert au passage que je pouvais poser la question, ça vous dirait de parler, et qu'au pire, ils allaient me dire non, et que c'était pas la fin de la vie. Ce qui fait la boucle avec le cours Florent quand on me disait non à un casting, que je trouvais ça horrible. Maintenant, c'est bon, un non, c'est un oui demain, c'est pas grave. Donc, du coup, je me suis énormément entourée, en fait. Et j'ai communiqué ce projet. Enfin, j'ai donné envie de m'aider, je pense, parce que la volonté était... Enfin, le projet était chouette. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les salons de matière, de vêtements, où on m'a pas mal rionné au début en disant si vous faites des vêtements qui durent, du coup vous allez rien vendre parce que du coup les gens n'auront pas besoin de racheter, ce qui est quand même pas très intelligent, mais bon. Et je me suis déplacée aussi, je suis allée au Portugal puisque je travaille beaucoup avec le Portugal qui est un pays très fort sur la maille. Et je crois que ma passion a remplacé les volumes ou la légitimité de 20 ans de métier. Donc j'ai trouvé des super partenaires et je me suis mise à développer en fait. C'est un travail avec eux, c'est une comment tu fais un prototype? Ouais, complètement. Avec eux. Toujours, j'ai 2 partenaires clés. On peut travailler de manière différente dans la mode, mais j'ai un partenaire clé sur la matière, puisque Patine on est des experts matière. Donc aujourd'hui, notre catalogue, il est organisé par matière. Il y a le Jersey Willy, le Molton Marty, le Denim Brenda. Donc j'ai des partenaires avec qui je trouve la bonne matière pour la bonne catégorie de produits. Et derrière, j'ai un travail avec des confectionneurs qui vont créer le vêtement. On va leur livrer la matière. Donc Patine achète la matière d'un côté, puis la livre à un confectionneur qui va faire le vêtement. Et au milieu de tout ça, il y a évidemment toutes les étapes de prototypage, d'essai, de test qualité. On envoie aussi à des laboratoires pour vérifier la solidité dans le temps. On fait des tests, nous. J'ai pris une douche avec mon trench pour vérifier qu'il était bien déperlant. Enfin voilà, il y a des trucs assez cocasses. Mais voilà, il y a toute une partie en fait qui est très polarde en fait, qui se mélange assez bien avec ma partie créative et qui fait, je pense, ce côté Patine qui est à la fois expert et en même temps décomplexant. Aujourd'hui, il y a combien de produits ou de catégories Ouais, on a 8 matières. Aujourd'hui, au bout de 6 ans. Ça a commencé doucement. Donc, première année, les t-shirts. Deuxième année, le molleton avec les sweats. Troisième année, le denim, qui était un énorme enjeu et qui fait pas mal notre renommée aujourd'hui, puisqu'on est arrivé avec un jean sans coton neuf, qui est du coton recyclé et du refibra, qui est un mélange de coton recyclé et de tencel. Ensuite, on a lancé les chemises avec une toile avec les tissages de Charlieu, qui est une entreprise en France incroyable près de Lyon qui fait du tissu et qu'on fait ensuite au Portugal. Ensuite, on a fait des bijoux en bioacétate qui sont toujours du coup au catalogue et qui sont faits dans le Jura, là où il y a encore quelques experts lunetiers qui savent travailler l'acétate. Il y a le trench depuis quelques mois. On a lancé une matière de polo. Donc au fur et à mesure, ça s'enrichit doucement. Il n'y a pas de rythme de collection, de saison. On sort un projet quand il est prêt et on ne le sort pas quand il n'est pas prêt. Donc c'est hyper dur. Par exemple, on veut lancer un pull depuis 2019. On est en 2023, il n'est toujours pas là. Et c'est
problème sur problème, hyper compliqué de faire un pull. Je pourrais faire un podcast spécial pull sur la difficulté d'une matière responsable. Voilà. Les produits, on vient d'en parler. Comment t'as fait pour trouver des consommatrices ? Ouais. Alors, ça a commencé par un accident heureux qui est que je suis passée d'une boîte de 300, 400 personnes quand je suis partie à tête-à-tête avec mon associé. Du coup, je me sentais très seule et j'avais besoin de parler, comme ça peut se sentir là au micro. Du coup, j'ai créé le compte Instagram bien avant de lancer la marque. Donc le compte de la marque, et c'était pas encore c'est devenu un peu une marotte marketing de faire du teasing, mais là du coup ça s'est fait impulsivement, où j'avais besoin de partager ce que je faisais, et du coup le compte s'est créé et le bon learning, je pense, c'est que j'avais rien à vendre en fait, j'avais même pas encore de produits et du coup c'était hyper sincère puisque on n'est pas dans une relation commerciale en fait, on partage le projet, donc il y a une petite base comme ça qui s'est créée jusqu'à 800 personnes à peu près en organique. Et là, j'ai eu la chance d'être appelée au dernier moment. C'était 2 jours avant. Instagram faisait son premier salon à Paris, vrai salon, avec, je sais plus, 20, 30 créateurs. Un stand se libère au dernier moment. Une copine parle de Patine en disant « Ah, je sais qu'il y a eux qui se lancent, voilà. » Et on me dit « C'est bon, vous avez bien un produit ?» et tout. Je dis « Ouais. » En fait, j'avais mes premiers t-shirts, mais que je devais shooter le lendemain, premier shooting, et c'était pas sorti. On était le 17 juin 2016. Je me dis, ok, allez, on y va et tout. Donc, nuit blanche pour fabriquer un stand avec 2 francs 6 sous, rien du tout. Et je dis, je vais faire ma chambre, en fait. Je vais mettre un poster façon mood board de la marque. Je vais tout accrocher de comment ça se passe dans mon cerveau. Et puis, je vais faire Pierre Bellemare avec 1 mètre de tissu, parce qu'ils peuvent pas toucher le t-shirt, sinon je pourrais plus le prendre en photo, il va être pourri à la fin de la journée avec leurs traces de doigts. Donc, du coup, je vais montrer la matière, expliquer et tout. 500 personnes passent sur le stand, donc avec mon ancien associé. Et le soir, je vis un peu ce que doivent vivre les blogueuses influenceuses trop fortes. Je buvais un verre et j'essayais de redescendre un petit peu et de manger un petit peu. Et puis je voyais mon téléphone, il faisait bip 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 comme ça. Et ça faisait le début de viralité. On est passé de 800 à 3000 ou 4000 personnes dans la journée, quoi. Parce que en fait, ça a fait tellement un petit boom. Et tous les gens qu'on a croisés, les 500 en physique, on les a emmenés, quoi. On les a emmenés dans l'histoire, voilà. Et donc ça a démarré avec cette chance-là. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mon t-shirt en retard. C'est une chance parce que du coup, je me suis dit, ok, donc là, je suis obligée de le sortir, donc on va faire une précommande. Et en fait, on est sorti, donc le Patine est sorti le 21 juin, et j'ai dit, voilà, le t-shirt arrive, vous avez 1 mois pour le commander, et vous serez livré en septembre. Donc nul niveau météo et tout, c'était pas du tout ce qui était prévu, parce qu'arriver avec un t-shirt en manche courte, voilà. Mais c'était chouette, ça a donné envie, et finalement, on a créé un système qui est devenu fondamental dans l'entreprise, puisque 50% à peu près de notre chiffre d'affaires est effectué en précommande, avec tout l'aspect vertueux et client, et matière, et trésorerie que ça apporte. Le BFR aime bien ce genre de choses. Ça permet de bootstrapper, ça permet de ne pas lever de l'argent tout de suite, ça permet de monter une boîte rentable, voilà, et pour moi c'était des fondamentaux très importants. Donc il y a eu effectivement cette chance. Après, il y a eu un effet de boule de neige de bouche à oreille qui a fait que la communauté qui suit le compte Insta de Patine a augmenté. Oui, complètement. En plus, il y a eu de l'unpacking non forcé ou non poussé, parce que dans ma maniaquerie, tout était plutôt joli et bien amené. Donc, les personnes déballaient leurs colis tant attendus, puisqu'ils avaient patienté, et montraient, génial, je l'ai reçu, etc. J'avais aussi, au dernier moment, je pense que faut pas avoir peur, chers auditeurs, de vos contradictions. C'est-à-dire que parfois, ça fait la bonne recette. C'est-à-dire que, par exemple, une semaine avant de lancer, il y avait que des t-shirts blancs, bleus, enfin couleur unie dans cette première précommande. Et en fait, j'ai regardé mon dressing et je me suis dit, mais les t-shirts que je garde, c'est pas que ça. En fait, j'ai des t-shirts de concert, des t-shirts avec des vintage, voilà, que j'adore, et il me faut un print. C'est pas vrai, ça me ressemble pas, voilà. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux écrire sur ce t-shirt ? Quelque chose que j'aimerais toujours. Il faut qu'à 99 ans, je sois encore contente de le porter. Et j'ai écrit la boum, la boum, la boum. En fait, en pensant à plein de choses, en pensant à mes premières booms de quand j'étais petite, en pensant au film, en pensant, voilà. Et ce truc, je sais pas, entre la typo, donc ça c'est moi qui ai dessiné. Et en fait, ça a
Cartonné. Ouais. Voilà. Et du coup, effectivement, alors là où on a été malin aussi, je pense, c'est que très vite, on a vu, les gens voulaient se renseigner. Il y avait plus de t-shirts, parce qu'on n'avait fait qu'une production. Du coup, on a mis une boîte d'alerte qui est quand même aussi un excellent basique de e-commerce, d'engranger des mails quand on n'a pas encore de produits. Et du coup, moi qui voulais vraiment créer quelque chose de cohérent, c'est-à-dire en fait si on veut faire de l'attachement aux vêtements, il faut qu'il soit attachant. Il y a plein de façons de le faire, notamment dans cette recette. Le fait d'attendre un peu, on crée quand même quelque chose. Le fait de participer à sa conception, mettre ses idées. Donc, tout comme j'allais dans les dressings avant, maintenant, il y a des questionnaires, les gens peuvent s'exprimer. C'est des questionnaires très ouverts. J'ai des lettres incroyables de gens qui expliquent leur jean idéal et tout. C'est un régal. Et puis le fait aussi de refabriquer, rééditer parce que des personnes l'attendent, c'est beaucoup plus sain. Donc parce qu'il y a des mails qui ont été mis parce que d'alerte, que se dire allez, on verra. J'espère qu'on va vendre et faire des volumes comme ça sans signaux du marché. Ouais, je comprends. Et justement, pour parler un peu de la suite de Patine, ouais. Tu me disais avant qu'on enregistre que tu avais levé de l'argent au travers d'un système qui n'est pas le plus habituel. Oui, pareil, mes fameuses contradictions. En fait, je ne savais pas si j'avais envie que ça grandisse. Donc peut-être que là, je suis en train de dire un gros mot pour le podcast des Digital Doers, mais je trouve ça vraiment pas très très simple dans ce monde qui est en train d'exploser, d'avoir envie de croître. En fait, le succès, c'est toujours associé à la croissance et c'est compliqué. Alors, moi, c'est marrant, mon sujet d'économie au concours de l'ESSEC, je suis tombée sur la dissertation qui était « Pourquoi la croissance pourquoi ?» Donc, comme quoi, tout est lié, en fait. On est 20 ans plus tard et du coup... disons que les premières années, j'étais pas sûre d'avoir envie que ça grandisse vraiment. En fait, j'avais une énorme ambition, j'avais envie que ça grandisse, mais en même temps, je me disais, la seule manière de le faire, ça peut un peu dénaturer mon propos. Comment on fait quand on dit d'acheter moins, de garder plus, etc., pour grandir ? Finalement, alors j'ai eu la chance de participer à un accompagnement de la Fédération de la mode et du prêt-à-porter qui accompagne chaque année 4 marques qu'ils estiment avec pas mal de potentiel. Et donc, j'ai été accompagnée en 2020. C'était incroyable et j'ai eu le temps du coup de réfléchir avec des mentors sur ce que j'avais envie de faire avec cette marque, puisque quand on est seul aux manettes, entrepreneur partout avec les enfants, la compta, la logistique, on n'a parfois pas le temps de faire les super OKR à 10 ans et du coup j'ai pris ce recul et j'ai réalisé en faisant un business plan qui me ressemblait que en fait j'avais pas mal d'ambition avec Patine et que du coup ce qui allait être mon défi c'est de faire une croissance dont je serais fière et c'est là qu'on a calé la mission de Patine et qu'on est devenu entreprise à mission qui est du coup de créer un nouveau modèle de marque. Donc un nouveau modèle de marque qui réconcilie le désir de mode, la nature et l'humain. Et c'est là où on revient sur le sujet des contraintes. C'est qu'à un moment donné, pour financer une croissance, il faut de l'argent. Mais j'avais envie qu'il y ait une vraie cohérence entre les objectifs des uns et des autres. Donc ceux qui investissent, l'entreprise et mes convictions, et les clients. Du coup, on a fait une levée éthique sur la plateforme Lita. Et donc, c'est une levée communautaire qui propose d'investir de manière à partir de 100 €. Donc, c'est très démocratique pour devenir actionnaire de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai 531 actionnaires, 75% de femmes. Dans le monde de l'investissement, c'est en moyenne en France, c'est 5% de femmes. Donc, je suis assez fière de ma toute petite contribution à plus d'égalité. J'ai du coup des clientes hyper fières d'être des deux bords, en fait, des deux côtés. Ça crée un alignement qui est génial. Ça oblige à encore plus de transparence et ça m'oblige, mais vraiment au sens strict du mot, je suis votre obligée à rester extrêmement droite sur ma ligne de crête d'écologie, efficacité et en même temps faire du beau et utile, etc. Justement, avec cet argent levé, ouais. C'est quoi la suite de l'histoire de Patine ? Comment elle va se dessiner ? Alors, on fait de la pub depuis
6 jours. C'est bien pour la 6e année. Donc, toute notre croissance avait été organique jusque-là. Je dirais pas qu'on faisait pas de communication, parce qu'en fait, rien que le fait d'animer un compte... moi, je suis 2h30 par jour sur Instagram. Donc, faut le savoir, je parle même la nuit, le soir, aux clientes. Enfin, voilà. Plus tout à fait toute seule, mais je suis encore très, très, très impliquée. On est une petite entreprise. Mais donc, cet argent levé, il permet de se faire connaître, puisqu'en fait, on a un bouche à oreille extrêmement positif. Et je sais que c'est ton 4e sujet qui arrive, la fidélisation. Moi, elle est énorme, voire c'est pas trop, mais disons qu'il faut que je trouve aussi des nouvelles clientes. D'autant plus que comme ma mission, c'est de pas faire racheter 1000 fois les mêmes trucs, contrairement à une marque qui serait sans arrêt avec des drops de nouveautés qui sont presque les mêmes ou la tendance. Du coup, il faut, pour avoir un business model sain, d'un point de vue valeur, il faut avoir un bon taux de nouveaux clients et que mes clientes rachètent de temps en temps parce que j'ai créé un nouvel essentiel, une nouvelle pièce qui va bien compléter leur garde-robe, mais pas juste par impulsion ou par réduction ou par promo, par vente privée, etc. Donc du coup, c'est assez paradoxal. Il faut que je sois forte en acquisition alors que je veux pas beaucoup dépenser non plus en marketing. Dans l'équation, en plus, on a des coûts de fabrication, de qualité et de marge qui font que je suis un business direct consumer. Je fais quasiment pas de wholesale. Il y a une exception avec les Galeries Lafayette aujourd'hui. Mais sinon, voilà, donc j'ai des marges aussi qui sont contraintes, puisque j'ai envie que quand on reçoit sa chemise ou son jean ou son t-shirt, on voit qu'on a des matières qui sont hallucinante vraiment au niveau du luxe en ayant finalement un rapport qualité-prix qui est dingue, et ceci parce que justement j'ai fait des économies et des coupes sur les budgets habituels de marketing. Bon, merci pour cette précision. T'as commencé à en parler, je le disais en introduction, mais tu l'as déjà évoqué, et je voudrais qu'on conclure un peu sur la relation avec les consommatrices. Quelle stratégie en fait tu mets en place? Là, je pense à plein de choses, les réseaux sociaux, le CRM, la data. Tu parles de toi-même répondre à des clientes sur Instagram. Comment c'est organisé tout ça? Alors, la prise de parole avec les consommatrices, les clientes. Allez. Donc, on est une marque très accessible au sens joignable. Donc ici on est chez Patine, on a ouvert une boutique, c'est ce qui a permis aussi, c'est ce que la levée de fonds a permis. Donc 6 mois de travaux, on a fait la boutique de mes rêves avec des architectes et qui est vraiment un endroit où les personnes peuvent venir soit essayer, booker un rendez-vous, essayer de rien acheter si elles veulent et peut-être plus tard, ou alors trouver en stock la pièce qui leur manque. Donc ça c'est être tangible, c'est important pour moi d'être dans le réel. C'est un endroit aussi pour des événements, des lancements de livres, tout ce qui cogite, on le partage aussi, il y a pas mal de choses. Ensuite, effectivement, Instagram, je pense qu'on est une entreprise extrêmement, avec un CRM assez poussé, puisque je communique que soit des mails, soit Insta aujourd'hui. Et après, les mails, l'idée aussi, toujours dans un souci de cohérence, c'est de pas bastonner et de pas d'envoyer des choses plutôt pertinentes. Du coup, tout ce qui va me permettre d'écrire au moins de personnes possible, mais des personnes qui sont vraiment intéressées par le propos ou le vêtement, c'est mieux. Donc c'est comme ça que je guide le truc. Et après, je me dis à chaque fois, est-ce que ce mail, je serais contente moi de le recevoir? Enfin, parfois c'est bête. Et quand je dis moi, c'est le raisonnement de l'équipe au global. Donc du coup, tout est assez riche en contenu, en infos. On est très bavard. Personne ne serait étonné. Et on est très ciblé. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut aussi s'équiper en data pour finalement, data et humain, ça peut aller vraiment très bien ensemble pour justement écrire sur la réédition de la chemise Tony qu'à celles qui en ont pas, qui a priori, qui ont rempli un questionnaire en disant oui, elle m'intéresse un jour, donc il y a quand même un travail derrière assez précis de marketing. Ah oui, mais merci pour ces précisions. Merci pour... en fait, Charlotte, ça fait bientôt, je pense, 1h10 qu'on parle, en cumulé. Merci vraiment de la passion avec laquelle tu nous parles de ton entreprise, de ton projet. Merci de nous avoir fait rentrer un peu à l'intérieur de Patine. Bravo pour tout ce que tu as entrepris. Je vais remercier les auditeurs qui sont toujours fidèles au poste. Et qui m'envoie des messages fort sympathiques pour m'encourager à poursuivre. Merci à Comexposium avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien apporté à l'enregistrement de cet épisode.
Et puis, Charlotte, un grand merci à toi. Si on veut te joindre, c'est quoi? Insta? C'est LinkedIn? C'est comment on fait? Oui, LinkedIn, c'est très bien. Et message privé sur Instagram, ce sera moi ou une autre personne de l'équipe qui répondra. Mais on est 10, ils vont me retrouver. Merci encore. Et je te Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.